Bonjour et bienvenue dans le Point Résistance écologique, le podcast qui raconte l'écologie, la vraie, simplement. Je m'appelle Brice Schwartz et chaque semaine je reçois un ou une invitée pour parler écologie, climat et environnement. Nous explorons ensemble les solutions qui peuvent aider l'humanité à faire face à la plus grande crise de son histoire, sans greenwashing ni bullshit. Nous abordons les problématiques qui font du XXIe siècle le siècle des menaces et nous discutons des actions les plus réalistes, concrètes et efficaces. L'effondrement de la société a déjà commencé, la 6e extinction de masse est en cours et le changement climatique entraîne chaque année de nombreux dégâts, morts et réfugiés climatiques. Alors plus de temps à perdre, c'est maintenant ou jamais. Je te laisse directement avec l'invité de l'épisode et notre discussion. Salut Ludivine. Bonjour Brice. Bienvenue sur le Point Résistance écologique, merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité surtout. Avec plaisir, on va parler de plein de sujets intéressants, tu vas voir. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de toi en quelques mots, de ton engagement écolo, de ton parcours, de ce que tu fais? Alors, du coup, je m'appelle Ludivine. Je suis plutôt engagée écologiquement, d'abord par le perso depuis 3 ans vraiment. Et cet engagement perso, c'est un peu, on va dire, à manger la vie pro. Mhm. Et il a un peu pris le dessus enfin, cet engagement a pris un peu le dessus sur la vie pro, ouais. Donc qu'est-ce que je fais en fait réellement dans la vie, à part, croire à l'écologie et qu'on va peut-être, sauver le monde, par, heu, par plein de choses, par plein de solutions. Je suis, graphiste de formation. J'ai fait une école de communication visuelle parce que c'était un truc qui me plaisait et je voulais faire ma passion un métier. Puis petit à petit, il y a mon engagement écologique qui est venu, qui est né. Et je suis arrivée à un problème, à un moment, je me dis: «Mais je fais, de la com, ça sert à vendre des choses, à utiliser l'image pour, pousser les gens à acheter quelque chose». Au fin fond, hein, après il y a tout ce qui est quand même visuel et artistique qui est intéressant, mais de l'autre côté, je veux, réduire ma consommation et être dans quelque chose plus dans de la sobriété et éviter que les gens, en fait, continuent à surconsommer des choses. Heu et Donc je me suis trouvée avec un dilemme à un moment et je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais avec?» Et à un moment après, j'ai découvert qu'on pouvait lier les 2, l'engagement écologique et le graphisme et la communication. Donc je suis graphiste freelance, donc je travaille, avec des clients et des marques, responsables, avec une approche éco-responsable. Donc je travaille avec l'éco-conception. Ça, on en reverra peut-être après, c'était une autre Yes. question. Donc voilà, c'est essayer de travailler avec des clients qui veulent, proposer des solutions responsables, heu, durables surtout, et en leur apportant des moyens pour communiquer, avec le moins d'impact. Ok. Donc voilà. Trop cool, la convergence, engagement perso et vie pro. J'ai l'impression que c'est souvent comme ça que ça marche. On voit de plus en plus d'entrepreneurs, de freelance, enfin d'indépendants, même de professionnels en général qui avaient une carrière relativement normale, dans n'importe quel domaine, même si c'est beaucoup de tertiaire, et Mmh. qui, parce qu'ils avaient leurs valeurs qui les titillaient, ont décidé de donner une autre tournure à leur activité ou même de changer complètement d'activité. Donc C'est ça. c'est intéressant de voir comment ça se met en place. Et du coup, donc tu disais qu'à la base, c'était un engagement personnel. Qu'est-ce que enfin, déjà, d'où est-ce que ça te vient, cet engagement? Comment c'est né? Et qu'est-ce que tu as mis en place comme action écolo? Alors, d'où il est né, à chaque fois, je peux pas avoir une date précise, de dire: «Bon, j'ai eu ma première pensée écolo à ce moment-là». Heu On va dire tout a vraiment accéléré quand je suis partie, il y a 3 ans en Erasmus pour mes études. Je suis partie toute seule à Madrid Mhm. et je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était un moment où j'étais seule, j'avais pas mes parents, j'habitais plus chez mes parents. Je 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 faisais mes courses moi-même et cetera. Enfin voilà, c'était un peu le côté de l'indépendance et j'avais aussi beaucoup plus de temps qu'avant, heu, pour me documenter et cetera, et j'avais déjà quand même cet attrait pour, tout ce qui est, pas sobriété, mais voilà, consommer plus raisonnablement. Je savais déjà tous les dégâts de la fast fashion, toutes ces dimensions-là, et je commençais à regarder des reportages sur, voilà, sur tout ce qui est
l'industrie, enfin tout le capitalisme et compagnie. Et vraiment, c'est à ce moment-là, enfin que j'ai essayé de trouver des solutions en fait, parce que comme je gérais ma vie moi-même, je pouvais trouver les solutions pour les appliquer, alors que quand on est chez ses parents, c'est vrai que on se laisse un peu guider dans le flux quotidien que nos parents nous proposent avec les courses, les alimentations, etc. Mais pour moi, c'est vraiment là où ça a commencé. Et c'est qu'aussi, je faisais beaucoup, beaucoup de sport à ce moment-là. Et je me dirigeais vers une alimentation plus saine. Et vers cette alimentation plus saine, donc enlever tout ce qui est un peu sucre et compagnie. En fait, en même temps, j'ai dégagé tout ce qui était superflu dans sous la cuisine. Mais donc les déchets, les produits ménagers, enfin etc. En fait, il y a eu un sorte de micmac qui a fait que ça m'a appelée et j'y suis allée. Mais même avant tout ça, tu vois là, je parlais avant du graphisme et de la communication, comment je pouvais les lier ensemble. Mais déjà, j'avais eu cette réflexion au collège, pas au collège, au lycée, où au moment où on doit choisir ce que tu veux faire plus tard, moi à la base, j'étais en bac ES, donc très économique, social, se dire ouais, euh, comprendre un peu tous les rouages. Et un jour, devait faire je crois, un exposé sur la pas entre la décroissance et la sobriété, enfin la consommation sobre. Mhm. Et, euh, et à ce moment-là aussi, je voulais faire merchandiser. Alors, je sais pas si tu sais ce que c'est, le merchandising. Tu peux l'expliquer aux auditeurs, C'est auditrices. de ce que je me rappelle, hein, dans tous les cas, c'est en fait travailler dans les magasins et agencer le magasin et les produits de manière à ce qu'on vende beaucoup plus. Enfin, voilà. Par exemple, les chewing-gums à la caisse, ils sont pas là pour Mm, rien. C'est le petit achat de fin qui te fait bon, allez, j'ai plus de chewing-gum, je les prends, c'est mm, bon. mm. Et ouais, Donc, tout un, je voulais faire tout un ça parce programme. que c'était tout. Je l'avais découvert dans un système, enfin, plutôt cool. J'étais en petite boutique, des trucs un peu sympas, mais la plupart, en fait, on m'avait décrit, hein, pour y arriver, faut faire des études de Mm. commerce. Tu vas dans les grandes surfaces et tu fais ça. Et en même temps, je faisais un exposé sur la déconsommation, enfin, décroissance, etc. J'étais en mode, c'est pas possible, en fait. Sinon, en fait, si je fais ça, je fais un burn-out dans 5 ans ou 10 ans, en fait. Enfin, déjà, j'avais prévu le truc. C'est surtout à une époque où on entendait beaucoup parler du burn-out et vraiment où ça a commencé. Donc, je me suis dit non, tant qu'à faire, je vais éviter de faire ça pour ma santé. Donc, je suis partie plus sur un truc passion. Et même tout le long de mes études, j'ai travaillé sur des projets liés à l'écologie. Donc, en première année, j'ai dû faire un projet perso. C'était sur euh, qui finissait l'année, en fait, qui clôturait l'année. Et j'avais fait une sorte de petite campagne de sensibilisation par rapport à l'eau. Donc, le foot, ça consomme tant d'eau, le jean, il en faut tant. J'avais fait des affiches Mhm. et un petit logo et tout ça. Mais chaque année, j'avais un projet là-dessus. Euh, et finalement, en fait, ça a toujours été là, je pense. C'est toi qui décidais d'orienter Pendant... tes projets dans ce sens-là ou c'était des thèmes Ouais, donnés? ouais, c'était moi qui décidais de faire ça. Par exemple, en deuxième année, on avait un projet photo. Et à ce moment-là aussi, je travaillais dans un entrepôt à Lidl. Et, euh, et je voyais toute la quantité par exemple, des palettes d'œufs euh, qui étaient juste pour la région et que je voyais dans l'entrepôt. Je me disais, mais ouah, c'est pas possible. Enfin, juste un entrepôt qui faisait juste la région, en fait. Je me dis, mais attends, ça multiplié par les autres magasins, multiplié par les pays, par les régions. Enfin, voilà, je me suis dit, mais waouh, je vois juste un petit chouï de l'iceberg, Il y quoi. a tellement de choses, Et tellement de choses à tellement consommer. de choses. Et du coup, suite à ça, je voulais faire un truc lié au plastique, aux déchets. Et en fait, après, pour le projet photo, j'avais ramassé du plastique et je le mettais en fait devant la caméra et ça faisait un filtre et j'avais fait tout un truc avec ce que ça rendait. Bref. Mhm. Mais voilà, j'ai toujours eu des thématiques en fait liées à ça mais je pensais pas qu'on pouvait en fait la lier jusqu'à vraiment que je me rends compte, enfin, que je fasse des recherches sur l'éco-conception en fait. Ok. Ok, ouais, Mais, c'est vachement progressif en fait. Ça vient et c'est de ça. l'école, de la vie perso. Après, voilà, j'ai toujours eu des parents qui étaient quand même liés un peu à la terre. Enfin,
mes grands-parents avaient des jardins, ils ont cultivé leurs propres légumes. Enfin, ils connaissent le goût des bonnes choses, on va dire, et que tout ce qui est un peu industriel, c'est pas top C'est le et c'est pas mal. très bon nutritivement. Mais enfin, ils étaient pas non plus en mode, euh, comme on pourrait dire avant, les clichés bobo écolo, ou enfin, On il y le dit avait, toujours, hein. enfin, On le dit toujours. on le On dit le disait toujours, moins mais avant. bah, j'aime pas ce terme-là parce qu'il y a pas, enfin, avant mon frère me disait que j'étais une bobo Mhm. écolo et maintenant il se met à faire ses yaourts, donc maison avec une yaourtière, donc je me dis bon c'est qui maintenant, mais donc tu vois les gens changent, mais donc moi j'avais quand même, on va dire inconsciemment, c'est le fait que bah par exemple on n'avait pas de Nutella chez moi. Parce que ma mère trouvait ça trop gras, trop sucré. Puis quand on a découvert l'huile de pomme, on a fait bon bah tant mieux Ouais. en fait. Que Euh, des avantages, le et, Nutella. exactement. Et quand souvent enfin, les gens se disent oui, il faut transitionner maintenant. En fait, quand on voit par exemple moi qui est déjà bercé dans quelque chose où l'industrie était un peu, enfin c'était nul, des personnes qui viennent encore plus loin, qui ont vraiment été bercées dans tout ce qui est voilà, grosses marques, Coca, Nutella, Mondelez et compagnie, qui ont toujours consommé ça, leur dire maintenant il faut changer, c'est super long, hein. Comme je disais là, du lycée jusqu'à 24 ans, il y a combien d'années? Il y a Quelques-unes. presque, ouais, voilà, 5-6 Mm. ans. Et encore, voilà, j'étais déjà un peu consciente. Oui, Donc, et c'est ça, c'est encore, il faut et déjà avoir le désir de changer quand même. déjà ça, il faut avoir le désir de changer. Et je suis pas au point final, on va dire, du parfait, enfin, du parfait écolo qui n'a aucun impact sur la Ça planète, quoi. n'existe pas Donc, ça, donc ça, ça ça, n'existe pas. ça voudrait Mais pas. je suis pas encore, enfin, dire, j'ai encore des déchets, des compagnies. Enfin, voilà, Ouais, c'est de la conscience, en fait, ouais, bien sûr. socio-écologique. Et puis c'est un peu enfin, c'est une question comment dire, de curseur. Enfin, faut pas viser la perfection puisque ça n'existe pas. Non. C'est un débat qu'on J'ai a essayé au souvent. début. Ouais, J'ai essayé au début. Enfin, c'est marrant parce que dès que tu te prends en compte de tout ça, t'as envie de tout faire bien, ouais. que tout le monde le fasse. Enfin, t'as vraiment enfin, un optimisme hyper fort et t'as envie de convaincre tout le monde. Et sauf que là, tu perds tellement d'énergie, tellement, tellement que là même encore, j'en ai plus. Enfin, des fois, j'ai plus d'énergie à faire ça. Et t'en perds tellement au début à essayer de convaincre les gens, à les faire changer. Euh, enfin voilà, à bousculer leurs codes, en fait, si les gens te disent mais non, mais arrête, enfin, non, moi je Ouais, changerai pas ouais. comme ça du jour au lendemain, pour toi c'est facile, mais la personne qui s'en rend compte maintenant, elle a besoin de ces 6 ans de réflexion que moi j'ai eu peut-être avant, tu vois, donc Ouais, ouais. Et puis le pire, c'est que tu peux pas vraiment pousser les gens à changer, ça doit venir d'eux. mm, mm. Si ça peut être des proches ou des inconnus, hein. Avec ce podcast, parfois j'atteins des inconnus, j'espère. Et l'idée, c'est que quelqu'un qui s'en fout royalement ou qui n'a pas du tout conscience, voilà, c'est pas son truc, il va pas vouloir changer. Il faut surtout pas essayer de le forcer parce qu'au contraire, ça crée une réaction négative, quoi. Oui, c'est comme si tu l'agressais en Bah, c'est fait. ça. Enfin, c'est tout ce qui est communication. Enfin, t'agresses la personne en lui disant ce que tu fais, c'est nul. Voilà. Tu pollues et tu tues des gens, en fait, avec ce que tu fais. Enfin, c'est un peu Laisse-moi fort, tu tues des tranquille. gens, Ouais, mais c'est ça. et le mec, il se prend ça dans la tronche, c'est comme si tu lui disais ta gueule, en fait, Mm. hein, et il il bloque, la seule réaction qu'a le corps quand on l'agresse, c'est d'agresser en retour, donc il va te dire: «Non, mais arrête, laisse-moi tranquille», Mm. Mais et essayer d'être méchant dans les arguments aussi, qui sont des fois pas très sympas, ou te dire: «Bah, va vivre dans une grotte, quoi». Ouais, c'est le conflit éternel. C'est un peu. Mais en fait, ça, déjà, vouloir convaincre quelqu'un, je pense qu'on devrait essayer de s'en. Comment dire? D'éviter ça. Juste quand on voit les Mmh. réactions, que ne rien faire et juste avoir un comportement, entre guillemets, exemplaire, dans le sens où donner l'exemple sans faire de prosélytisme, sans vanter, sans vouloir convaincre les autres, ça crée déjà des réactions épidermiques, tu vois, quand tu vois tu vois, Mmh. les valeurs actuelles, les médias un peu très à droite qui font des titres sur qui sont les méchants Oui. écolos, alors qu'au final, justement, c'est même pas une réaction face à quelqu'un qui essaie de te convaincre, c'est juste une réaction face à quelqu'un qui fait un truc différent. Alors là, tu vois, tu te dis, Mmh. si même en faisant un truc, tu sais, c'est comme quand t'es un peu le seul, enfin moi je suis végétarien, quand t'es un peu le seul végétarien en soirée ou à un repas, toi tu dis rien,
mais tout le monde va quand même te dire: «Mais oh, mais Oui. quand même, enfin, à quoi ça sert? Mais pourquoi tu fais ça?» Enfin, bah, du Mmh. coup, je vais manger 2 fois plus de viande. Enfin, c'est très mature comme réaction, mais Je prendrai ta part. exactement, mais ça, je l'ai entendu tellement de fois. Mais du coup, voilà, faut pas essayer de convaincre les autres, faut déjà, enfin, voilà, faut essayer de faire soi-même ce qu'on veut. C'est un peu le cliché bullshit, de Mandela, sois le changement que tu veux être dans le monde, ce qui voilà, ça ne veut rien dire, c'est galvaudé de ouf, mais il y a du vrai quand même, dans le sens où si tu veux, Ouais, influencer les autres, il faut pas aller leur casser les pieds, il faut, le faire et s'ils te posent des questions, là, tu leur expliques. Mais c'est exact. tout. Et du coup, pour revenir un peu à ton parcours, est-ce que c'était toi qui te renseignais, qui faisais tes recherches, qui allait, voilà, qui regardait des petites vidéos YouTube, qui lisait des journaux, des articles, et cetera? Ou est-ce que c'est l'information, ou en tout cas l'actu, écolo, et cetera, qui venait à toi? Comment est-ce que tu as perçu le truc? C'est une démarche qui vient de toi ou c'est externe, en fait, comme déclic? Je pense que alors, je dirais entre les 2. Vraiment quand je m'en suis rendu compte que ça m'intéressait, c'était moi qui allais chercher le contenu. Hem, Surtout sur Instagram au début, enfin parce que voilà, je me suis beaucoup mis sur Instagram et j'y suis beaucoup présente et à cette époque-là, j'avais même créé un compte, pour partager en fait, le cheminement que je traversais, Mmh. avec les astuces zéro déchet et compagnie, vraiment le petit truc, heu, pour donner des conseils. Et du coup, j'étais beaucoup abonnée à des comptes, bah, liés au zéro déchet ou, au militantisme ou enfin voilà, enfin, tu vois ces grands noms, on va dire, d'influenceurs écologiques, Mmh. sur les réseaux. Donc je les suivais beaucoup. Mais avant ça, je sais que j'étais toujours je regardais enfin quand j'étais chez mes parents, j'avais la télé surtout. Là, je ne l'ai plus chez moi, donc la télé ne m'informe plus. Mais je regardais beaucoup la chaîne Arte. Enfin, c'était une des seules chaînes que j'aimais beaucoup parce que j'étais sûre d'apprendre quelque chose et donc finalement, il y avait du contenu qui venait à moi, donc des fois, tu sais, des reportages sur, bah, la mode, sur l'élevage bovin, sur, la viande, le steak haché, comment ils Il sont y a encore des bons produits. reportages, hein, mais sur YouTube, du coup, je les regarde, moi. Ouais, voilà, ils sont sur YouTube ou même en replay sur les applis ou internet. Mais enfin, j'aimais bien regarder tous ces trucs un peu cachés Ouais, investigation, où en fait tu regardes l'émission, après tu dis je ne mangerai plus ouais, et ouais. tu vas quand même en manger le lendemain, tu vois. Mais c'est, ça m'a informé comme ça, puis ça me touchait beaucoup. Je me disais mais c'est pas possible, mais c'est pas, non, c'est pas Après, ouais, possible. Puis après, ça, c'est pardon de t'interrompre, mais c'est le moment. Enfin, je pense qu'on a tous un peu eu ce déclic-là. Tu vois, même les gens, enfin, mhm, tout le monde a déjà eu ce genre de déclic. Et comme tu dis, la plupart retournent à leur vie normale 1 heure après, quoi. Par exact. contre, à Bah, la en fait, c'est longue, des ça peut avoir un effet. Ouais, en fait, je pense à la longue, ça avait un effet. Puis il y avait aussi cette période où vraiment les vidéos de L214 qui commençaient vraiment à, à- à être répandues sur les réseaux. En fait, sur Facebook, tu tombais comme ça. Hmm. On va dire, tu défiles ton fil, puis tu tombais sur une vidéo un peu trash quand même. Ouais. Tu la regardais quand même. Et tu avais un bug pendant 5 minutes après. Mais voilà, comme je disais, rien ne t'empêche 2 jours après, bah, tu te retrouves à l'extérieur, tu dis dans un resto et t'as pas d'option végé, on va dire, Ouais. bah, tu te dis, bah, je vais quand même prendre un truc à la viande, quoi. Ou de toute façon, l'option végé, elle a pas l'air très délicieuse. Bon, bah, je vais prendre un truc à la viande parce que bon, je le fais pas trop souvent. Enfin, tu vois, c'est des trucs qu'on. Enfin, c'est des reportages, je trouve qu'en fait, comme ils donnent pas de solution derrière, Ouais, 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 c'est clair. ils te disent ça c'est nul, ça c'est moche, Eux, c'est ça des c'est pas méchants. bien. Eux, c'est des méchants, mais moi, je fais quoi Hmm. derrière, en fait? Et donc voilà. Donc c'est pour ça qu'après, 2 jours après, tu retournes manger Hmm. un burger. Mais c'est aussi, je pense, parce que, tu vois, dans la société aujourd'hui, on est tellement industrialisé dans le sens où, tu vois, le produit fini, je sais pas, par exemple, ton burger, c'est tellement loin de la matière première, c'est-à-dire de la Ouais, bébête vivante, qu'en fait, c'est presque impossible de voir ton burger comme une vache vivante, tu vois. ouais, Parce que tu la connaissais pas, tu vois, la vache, et tu t'as jamais vu le process, en fait. Je pense que si tu avais suivi ce burger, le steak de l'animal
et que tu avais été là, tu avais vu comment elle s'était fait défoncer à l'abattoir, tu avais vu comment elle s'était fait Oui. découper, tu avais vu comment elle avait été traitée avec 15 000 produits Mmh. chimiques derrière, et ensuite tu as vu comment elle avait découpé et comment ça avait été cuit ensuite et mis dans ton burger. Là, je pense qu'il y a trois quarts des gens qui deviennent végétariens du jour au lendemain. Mais voilà, le chemin est long, quoi. Je dirais même à l'inverse, enfin, quand tu vas voir une vache dans un pré, tu pas envie de la manger, tu Bah, vois? c'est ça. Enfin, il y a pas longtemps, dans la camp j'étais en campagne et je vois un pré avec des vaches qui étaient en train de brouter de l'herbe et je les ai regardées pendant 10 minutes. En fait, je trouvais ça tellement beau. Enfin, déjà parce que bon, quand t'es en ville, t'en vois pas beaucoup, mais je me disais, enfin, les pauvres, enfin, peut-être pas les pauvres, mais j'appréciais de les voir comme ça parce que je me dis, enfin, c'est beau et t'as pas envie de savoir en fait qu'après c'est ton steak, quoi. Ouais, Et c'est pour ça, tu veux pas savoir d'où ça vient, mais quand tu vois d'où ça vient, tu l'imagines pas en tant que bah, c'est steak ça. ou juste de viande, c'est genre les animaux de la ferme, en fait, comme tu apprends quand tu es petit que c'est la vache toute mignonne avec son petit cochon qui est dans la ferme avec la poule, quoi. Ça, ceux-là, tu pas envie de les manger. Mais c'est parce que oui, comme tu dis, on nous a éloignés de toute la chaîne. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est. Enfin, après, à l'inverse, il y a quelques temps, il y a ou même encore aujourd'hui, hein. Je veux dire, si t'as tes animaux dans ta ferme, voilà, et que tu les connais en l'occurrence, et que tu les as élevés toi-même, là, je pense que bah, déjà, t'as moins envie, mais après, tu les manges, mais c'est un peu plus naturel quand même. Et puis au Mmh. final, même, enfin, l'impact écologique ou l'impact sur la santé et tout, de manger ton propre animal. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec acheter un produit Ah non. industriel. Après, effectivement, enfin, OK. si tu élèves des milliers de moutons pour les manger, enfin même, enfin non, ça marche même pas parce que là c'est industriel. Mais en fait non, si tu élèves tes propres animaux, tu vois, c'est un peu la question qu'on pose parfois aux végétariens qu'on m'a déjà posé, c'est est-ce que si toi t'es végétarienne ou pas? Attends, enfin flexitarien, comme on Ok, dit, enfin arienne, comme on dirait maintenant, c'est devenu peut-être le mot à la mode, ouais, pour dire, qu'on est végé, mais pas trop quand même. ouais, végé Ou c'est parfois. végé, mais quand pour pas embêter les gens, Ouais, ouais, je vois. on va dire. Mais vas-y, j'expliquerai après pourquoi, Ouais, ça mais marche. voilà. Non, et du coup, la question, tu vois, c'est si l'animal, tu le connaissais, tu savais qu'il avait vécu longtemps, en bonne santé, qu'il avait été heureux, qu'il avait été tué de manière respectueuse, etc. Est-ce que tu le mangerais quand même? Et en soi, je pense que oui, tu vois, mais aujourd'hui, c'est tellement loin de ma réalité que enfin, Mmh. c'est pas pour demain, quoi. Euh, donc voilà, vas-y, je te laisse m'expliquer pourquoi tu es flexitarienne. Bah, bon, or, comment dire? Bah, déjà, en fait, dans l'idéal, enfin moi je me dirais bien végétarienne, tu vois? Je dois manger un morceau de viande par semaine, et c'est tout et encore, donc voilà, c'est vraiment très limite. Mais végétarien d'abord, enfin plus pour l'impact écologique en amont que pour, le vrai enfin c'est pas beau à dire, mais que pour la souffrance animale. Enfin Hmm. c'est il y a aussi, mais dans tous les cas, tu vois, si tu devais aussi, tuer ton propre animal pour te nourrir, si c'est toi qui l'élèves, bah, tu le tuerais quand même, il y aurait quand même une souffrance donc heu, voilà, c'est plus par rapport à l'impact écologique et c'est aussi, parce que j'habite en ville et en ville, moi, les seuls endroits où je peux trouver de la viande, c'est à Carrefour, enfin dans les grandes surfaces et c'est pas de la bonne, viande de qualité. C'est même bio, enfin c'est comme on disait, c'est dans les rayons, tu sais pas à quoi ça ressemble et Hmm. cetera et vraiment, si par exemple j'habitais en campagne, bah, comme mes parents en fait, qui habitent plus en campagne, dans le Rhône-Alpes Hmm. et par exemple cette région-là a beaucoup de producteurs locaux et mon père il va acheter, du porc, heu, pas très loin de chez lui, c'est bio et le mec il connaît ses cochons et comme on disait ça lui fend le cœur parfois de les tuer mais il fait des choses de qualité, enfin, il y a une démarche circulaire et compagnie, enfin, voilà, je consommerai de la viande quand dans ces manières-là, en fait, Hmm. j'accepte mieux et puis, c'est aussi tu en manges pas tous les jours donc d'un point de vue, soutenable, c'est pas possible, même de pouvoir nourrir toute la planète si on mangeait de la viande tous les jours, Ouais, c'est clair. enfin
Et c'est pour ça qu'on a des systèmes industriels qui font que la viande n'est pas très bonne qualité et il en faut 2 fois plus pour avoir les mêmes nutriments en fait. Hmm. Donc c'est pas rentable pour le porte-monnaie, c'est pas rentable pour la planète, c'est pas rentable pour personne. Donc autant prendre de bonne qualité, de savoir où elle vient et que dans l'idée, enfin imaginons dans 20 ans, je suis dans la campagne et j'élève des poules et, et j'ai un jardin et compagnie, c'est bah ouais, je mangerai les œufs de mes poules. Bah, si j'ai une vache, bah ouais, au bout d'un moment, il faudra peut-être la tuer parce qu'elle est trop vieille, mais il faudra manger ça. Ces morceaux de viande, Ouais. comment dire, mais Ouais. enfin voilà, c'est plus par rapport à l'éthique et l'environnemental et que même un monde sans animaux bovins de ferme, etc. Enfin, c'est pas possible. Les bovins sur la terre, ils font un travail, et les agneaux et compagnie, d'un point de vue, enfin, si tu les élèves normalement, en plein air et compagnie, ils font un travail que l'homme ne peut pas faire. Hmm. Donc, et pour même après produire par-dessus des légumes, des céréales et compagnie, on a besoin de ces animaux-là. Ok. Ouais, Mais là, maintenant, on les a trop produits. Tu ouais, vois. Bah, par exemple, il y a un équilibre à trouver, quoi. tout ce qui est alpage et compagnie, enfin, il y a plein de choses dans tout ce qui est campagne que tu peux pas réaliser. C'est les animaux, ils sont là, ils sont en train de brouter les herbes, etc. Hmm. Et ça évite de faire des incendies en été, etc. Donc, ou s'il y a un incendie, ça évite qu'il se propage trop vite. Hmm. Et ça, c'est un travail que les agriculteurs font avec leurs animaux. Et qu'après, ils vendent les animaux. Mais il y a quand même quelque chose de vertueux là-dedans. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler aussi. Souvent, on tombe dans l'extrême, soit il faut, enfin, soit on continue et puis on laisse les milliards d'animaux qui sont élevés en pâturage, voilà. Soit au contraire, on arrête complètement l'élevage. Enfin, ni l'un ni l'autre n'est envisageable, ni aujourd'hui, ni Mmh. demain d'ailleurs. Parce qu'effectivement, à la base, enfin, si tu regardes il y a quelques siècles, voire même quelques millénaires, il y a toujours eu de l'élevage. Mais voilà, tant que c'était Mmh. pas industriel, tant que c'était pas un peu malsain comme aujourd'hui, il y avait, enfin, ça pouvait peut-être poser un tout petit problème, voilà, mais peut-être souffrance animale, etc. Mais même, c'était tellement minime par rapport à aujourd'hui que voilà, si on revenait à ce niveau-là, ce serait déjà un énorme progrès. Euh, Exact. et puis Bah, aujourd'hui, je crois il y a 97%, si je ne me trompe pas, des animaux qui sont des animaux, donc des animaux tout court, qui sont oui, enfermés ou qui sont en tout cas élevés par l'homme. Il y a que, oui, c'est ouais, ça. c'est ça, il y a que 2 ou 3% Il y a, d'animaux il y a- sauvages. je sais pas le pourcentage, mais il y a la majorité des animaux sur Terre sont des animaux liés à l'alimentation humaine, Hmm, donc il faut, bah, c'est ça. il y a un petit problème déjà là-dedans. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Enfin bref, j'ai oublié. Mais enfin, ce que je veux dire, voilà, l'animal élevé en élevage industriel n'a pas d'impact du tout positif. En fait, n'apporte rien à la terre Hmm, parce que il est dans des entrepôts, il est sur grille, etc. Enfin, ça n'apporte rien. Il est chauffé, il y a des lumières et compagnie. Un animal qui est en pleine nature, il va faire du fumier, ouais, voilà, il va régénérer le sol, etc. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être apportées. On va dire qu'il va compenser son impact, ouais, c'est vrai. parce que bon, un bœuf dégage du méthane, ok, mais en même temps, ce méthane-là, on l'utilise pour faire de l'engrais, enfin de l'engrais, pour fertiliser nos sols en Ouais, fait. ouais, Donc bon, nos sols qui va faire pousser des légumes, du foin et compagnie, enfin c'est une boucle ouais, vertueuse ouais, en fait. c'est ça, faut retrouver Enfin, l'équilibre. vertueuse. Il y a un truc qui s'alimente et sauf que l'élevage intensif ne s'alimente pas du tout en fait. Hmm, Au bout d'un moment, il y a une chaîne, ça finit chez nous et c'est tout. Enfin, y a pas, ça revient pas à la terre quoi. c'est clair, c'est clair. Sur cette note très positive, on va passer à la partie 2 du podcast, la Ok. discussion. J'ai quelques petits sujets pour toi. Euh, une petite question déjà, ça revient un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais selon toi, est-ce qu'il faut tendre vers la perfection écolo ou est-ce que agir un minimum euh, au quotidien, que ce soit dans sa vie perso ou dans sa vie pro, ça suffit déjà? Bah, comme tu le disais si bien tout à l'heure, ça n'existe pas la perfection écolo. Sinon, comme on pourrait vivre dans une grotte. Non, quand même. Euh, non, enfin,
déjà le mot de perfection écolo, ça met déjà la pression pour tout le monde. Mmh. Enfin, c'est, Tout ou rien, quoi. tout le monde, c'est ça. Enfin voilà, tu soit tu es parfait, soit tu l'es pas et puis, si tu fais un petit pas de travers, c'est mort. Mmh. C'est bon, les gens, enfin, ils te décrédibilisent, on va dire. Tu dis: «Ah mais oui, mais il fait des reportages écologiques, mais il a des caméras, il prend l'hélico et oui, mais bon, sans lui, tu pourrais pas savoir tout ça». Donc OK, il tu y a une comment Arthus Bertrand. exact. Enfin même, enfin par exemple, je pense tous les influenceurs ou youtubeurs qui font des thématiques sur ces sujets-là, qui font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir donner des informations aux gens et qui après les seuls commentaires qu'ils ont, c'est bon, merci aussi, mais dire mais ta caméra, elle a été fabriquée en Chine Ouais. et compagnie. Enfin, tu mets ta vidéo sur YouTube, impact numérique. Mmh. Enfin, ouais, On s'en mais sort sinon on jamais, ouais. n'informe C'est personne ça. et personne n'est informé et on continue comme on était avant en fait. Mmh. Ouais, Enfin, le même c'est une schéma. question d'impact, relatif, en fait, enfin c Sauf qu'on peut pas mesurer l'impact. ah En non. fait, on peut mesurer par Ouais. exemple l'impact numérique et matériel, Mmh. mais l'impact psychologique ou l'impact, enfin voilà, la petite graine qu'on va planter, on sait pas combien on va en planter et de 2, on sait pas l'étendue, enfin que la plante aura en Ouais, fait. c'est clair. La Ça change donc c'est de tout le monde du business, de l'entreprise, du marketing, où on est très, mmh, chiffres, KPIs, analytics et cetera, où là, justement, on sait, voilà, si on calcule, si on cherche un peu, on peut trouver, par exemple, un podcast de 45 minutes, on sait, s'il est écouté tant de fois et qu'il est hébergé sur tant de plateformes, on mmh, sait combien de grammes, de kilos de CO2 ça va émettre. Par contre, ouais. on ne sait pas si parmi allez, les 500 auditeurs de ce podcast-là, de cet épisode-là, s'il y en a 5 qui décident de devenir végétariens, bah, déjà logiquement là ça compense complètement parce que, tu vois le Oui, régime végétarien ça exact. compense, largement tout ça. Mais ça on le saura jamais en fait. Peut-être qu'on peut le savoir au Mmh, détour d'un retour que la personne peut te faire, d'un auditeur, une auditrice peut te faire, mais c'est pas faut pas chercher à mesurer ça parce que c'est impossible à mesurer. Du coup il faut se baser un peu sur le bon sens. Hem mmh, Effectivement, si c'est pour, juste prendre l'avion, faire un reportage et te dire: «Je vais aller dans tous les pays du monde en avion», heu, pour, heu, pour interroger les gens, sur leur mode de vie écologique, il y a des limites. Là, c'est un peu exagéré quand même, mmh. je sais plus, attends, hem, c'était un milliardaire, je sais plus lequel, qui récemment je crois que c'était peut-être Bill Gates ou je sais plus, qui disait, qui parlait d'écologie justement, qui disait: «Il faut faire ci, il faut faire ça». Et il y a des gens, parmi un peu les nouveaux activistes des médias qui Ouais. sont pas mal présents sur Internet, qui ont calculé que son empreinte écologique, c'était que chaque année, il consommait en moyenne 400 planètes Terre. Euh, parce que parce qu'il voyageait tout le temps en avion, mais genre vraiment tout le temps, tu vois, une fois ou deux par mois. Mmh. Et puis par rapport à tout le reste, tu vois. Donc au final, il y a des limites, tu vois. Oui. Si tu vas faire un reportage dans un pays et que tu prends l'avion aller-retour et que ton reportage ou ton docu il est vu par 100 000 personnes et que ça, voilà, c'est beau, ben là, on va dire qu'il y a un certain équilibre. Par contre, voilà, faut trouver Mmh. cet équilibre-là. C'est pareil, enfin, faire une vidéo YouTube, faire un contenu sur Internet, évidemment qu'il y a la pollution numérique, mais ça reste très, très léger en fait, contrairement à ce qu'on croit. Mmh. Et les gens qui te disent, ouais, faut supprimer tes emails, bah, commence déjà par arrêter la viande en fait. Parce qu'en fait, si tu deviens végétarien, C'est ça ouais. vaut des milliards d'emails en fait. C'est une question d'échelle en fait. C'est comme l'avion. Quand on te dit, bon, l'avion c'est compliqué Ouais. parce que bah, il y a quand même, enfin en tout cas parmi les gens que je connais dans mon entourage ou même dans les gens qui sont sur internet souvent et tout, il y a quand même beaucoup de gens qui ont l'habitude de prendre l'avion au moins une fois tous les 2 3 ans. Donc pour eux, c'est inconcevable d'arrêter l'avion. Alors que si tu arrêtes l'avion, ça te donne un crédit écolo où tu peux, Oui. ah, tu peux je sais pas, tu peux presque manger de la viande quoi, tous les jours si tu prends plus l'avion parce que Ouais, bon. Oui, puis après c'est pas essayer de compenser d'un côté pour non. pouvoir faire plein d'autres choses de l'autre côté, mais comme tu disais là, enfin, bah, tu l'avais dit je crois dans ta première saison dans un des podcasts que, le meilleur geste écologique, c'est d'arrêter juste des fois un jour la viande et c'est beaucoup plus impactant que de manger local. Heu Ouais, ouais, ouais. et tu te dis voilà, enfin bon, arrêter la viande, mais déjà pour ceux qui en consomment peut-être tous les jours, essayer d'en manger pas pendant un jour, Mmh. puis après 2.
Après, vous verrez si ça vous manque réellement ou pas, mais il y a c'est-à-dire on peut pas être parfait et surtout quand, bah, on essaie de proposer des contenus pour, faire donner des conseils et pas rester dans sa grotte à tout garder pour soi et attendre que le monde change, en fait. Il faut qu'on puisse communiquer les uns avec les autres et c'est vrai que, bah, maintenant avec le numérique et compagnie, ça Mhm. fait beaucoup de réseaux, beaucoup de contenus et compagnie, mais c'est au moins tu peux enfin, c'est la façon d'agir pour certains et puis certains, vont les appliquer et et peut-être avoir enfin, un changement plus à une petite échelle, donc familial, amical, voire professionnel s'ils sont dans des bureaux et compagnie, mais il y a besoin aussi de ces personnes-là, on va dire, sur le terrain. Ouais, ouais, c'est vrai. Enfin, chacun son échelle, chacun son rythme. Exactement. Et Mais surtout qu'aussi essayer de voir des fois trouver d'autres solutions. mhm. Là, par exemple, je te parlais d'Yann Arthus-Bertrand. J'avais écouté un podcast de Voland. Ouais, Je sais je pas si l'écoute aussi. et dedans, il dit que bah, avant, il prenait l'hélico pour une journée, enfin l'avion pour une journée, et il filmait en hélico New York, puis après il rentrait. Euh, mais c'est une époque où on n'avait pas autant de conscience écologique que ça, Mm. et des chiffres aussi dessus. Mais que par exemple maintenant, bah, il propose, enfin, il contacte des gens sur place pour filmer en drone certains paysages. Et du coup, il n'a plus besoin de se déplacer. Ouais. Et en fait, il a trouvé une solution surtout bah, avec les échanges internationaux qu'on peut avoir grâce au réseau. Avant, il n'aurait peut-être pas pu faire autant ça. Maintenant, bah, il trouve quelqu'un, un journaliste dans un pays, il lui dit bon, bah, est-ce que tu peux me filmer ça, etc. pour tel reportage. Et après, ça, il n'a plus besoin de se déplacer. Ouais. Et donc, il a trouvé une solution pour réduire son impact. Et c'est aussi à chaque fois, en fonction de ce qu'on fait dans la vie, c'est trouver un impact, enfin une solution. Donc ça peut être des transports, ça peut être dans la nutrition, ça peut être dans le mode de vie, plein de choses. Yes. Bien, bien expliqué. Pour revenir un peu sur l'éco-conception, donc au niveau pro, qui n'a rien à voir avec ce dont on parlait, mais je voulais y revenir, c'est important. Est-ce que tu peux Oui. nous parler de l'éco-conception? Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? L'éco-conception, c'est en fait une démarche qui permet de réduire les impacts négatifs sur l'environnement d'un produit, euh, d'un service ou d'un espace. En fait, tout ce qu'on crée, hein, et, euh, et c'est sur l'ensemble de son cycle de vie. Mhm. Donc, on prend en considération sa création jusqu'à le moment où on n'en aura plus besoin et qu'est-ce qu'on en fait après en fait. Donc, chose qui n'est pas souvent respectée ou pris en compte quand on crée un produit actuellement. Et donc en fait, euh, par exemple, tu crées un produit, tu l'utilises, et une fois que tu l'as utilisé, bah, tu vas soit le jeter, bah, si il est jeté, enfin, la matière est perdue en Mhm. fait. Elle va être brûlée, incinérée, et ça va finir dans des décharges après. Mais euh, si tu te crées un produit et tu réfléchis à la fin de vie de ce produit avant même de le concevoir, donc du coup tu te dis bon, en fin de vie, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on propose de le recycler? Est-ce que ça peut être utilisé dans de l'upcycling? Est-ce qu'on peut euh, trier cette matière pour la réutiliser dans d'autres filières et compagnie. Enfin, est-ce qu'on le rend à la terre ou pas? Donc, voilà, c'est prendre en compte toutes les étapes de sa vie Mhm. pour euh, limiter son impact sur l'environnement. Ok. Et ça s'applique pour quel type de produit? Pour n'importe quel Pour objet? tous, normalement pour tous, comme je disais, produits, services, espaces. Euh, les espaces, c'est moins mon truc, mais c'est vraiment concevoir un espace pour éviter peut-être que, par exemple en ville, la façon dont on construit les villes, bah, peut-être construire l'espace pour éviter qu'il y a toutes les voitures en centre-ville. Mhm. Construire les routes d'une telle ou telle manière, ou je sais pas, un immeuble. euh, on parle souvent des gravats qui sont pas réutilisés, enfin le BTP on va dire dans la jauge de d'émissions qu'un homme fait. Tu sais, on dit qu'il ne faut pas dépasser 2 tonnes Mhm. par personne. Bah, dans notre jauge, c'est 40%. Enfin, c'est un énorme pas, en fait, le BTP et tout ce qui est, euh, on va dire, structure industrielle. Mhm.
pour produire en fait ce que nous consommons, ça a une part énorme dans l'impact environnemental, beaucoup plus que le nôtre en fait, individuellement. Donc en fait, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et quand tu construis un espace, du coup, c'est réfléchir au type de produit que tu vas utiliser, de matière, pour qu'après, une fois, si tu dois le démolir, ou peut-être le construire de façon qui soit modulable pour différents événements, Mhm. compagnie. Enfin, c'est vraiment trouver des solutions pour que ça soit on n'ait pas besoin de reconstruire dans 10 ans, de remettre de l'isolation parce qu'il est pas mal isolé, de trop chauffer, etc. Par exemple, là, c'est sur l'espace. Et tout ce qui est produit, c'est par exemple, c'est plus quelque chose dans mon cas, quand on parle de packaging, c'est le packaging qui enveloppe un produit, du coup. Euh, en graphisme, c'est un peu une aberration parce que tu crées quelque chose pour qu'il soit jeté. Mm. Tu crées quelque chose de beau, tu mets un message dessus, etc. Et ça, il a une vie très limitée. Juste, la personne va Oui, le dès que prendre c'est dans le vendu, ça rayon. sert plus à rien, quoi. Voilà, ça sert plus à rien. Tu le prends, tu le ramènes chez toi, tu l'ouvres et tu le Mm. jettes. En fait, il a juste servi à draguer et après, c'est bon, il a fini quoi. Ouais, C'est des jeux de c'est poubelle. triste. Triste Euh, vie du packaging. c'est surtout, voilà, c'est dans le graphisme, je dis, mais tu gestes enfin, le truc, il y a une durée de vie de 10 secondes, quoi, enfin, une fois que tu l'as en main. Ouais, c'est fou. Et après, tu as encore le produit, des fois, si, par exemple, tout ce qui est maquillage, où tu as la boîte et après, tu as le tube avec la crème dedans. Enfin, c'est encore un autre packaging, du coup, Mm. qui est en plus. Donc, par exemple, sur l'emballage, c'est dire, bon, est-ce qu'on a besoin d'un emballage? Est-ce que la matière qu'on va utiliser pour le faire, est-ce que c'est du plastique? Est-ce que c'est du carton? Est-ce que c'est des matières recyclées? Est-ce que c'est des matières biodégradables, etc. Mhm. La façon qu'on va designer dessus, donc l'encre végétale, l'encre euh, issue du pétrole, enfin voilà, la manière comment il va se dégrader ou être réutilisé. Et des fois, se dire, peut-être qu'on va faire des produits qui sont rechargeables, Mhm. peut-être. Enfin voilà, c'est vraiment concevoir, en fait, prendre toutes ces questions-là au début, c'est parce que quand on crée un produit, son impact est décidé, on va dire, à la conception. Il y a un truc en fait comme ça, c'est que si tu réfléchis mal ton produit au début, si tu prends pas en compte l'impact qu'il peut avoir, après ça, toute la suite est mauvaise en fait. Ouais, bien sûr. Oui, tout se joue au début. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus les privacy by design, les eco by design, etc. Parce que c'est Mhm. la conception, c'est là où tout se joue pour un produit physique. Une fois qu'il est déjà là, enfin c'est évident, mais une fois qu'il est déjà produit, c'est fini. Donc c'est un peu la version, j'ai l'impression, très pragmatique du développement durable, mais le vrai, pas le greenwashing dont on parle depuis 50 ans. Oui, mais en fait, c'est l'éco-conception sert le développement Ouais. durable. C'est pas dire on arrête de produire des choses, mais c'est de produire des choses qui sont bien pensées. En Hmm. fait, c'est du bon sens. Pourquoi j'irais produire quelque chose qui me coûte de l'argent à la fin? Enfin, parce que l'industriel va pas le payer, mais en fait, le prix environnemental du produit va être énorme. Donc, il va le payer à un séjour plus ou moins. Hmm. Donc, c'est bon, enfin, et aussi se dire, mais pourquoi je produis un truc qui en fait qui va être jeté? Ouais. Euh, c'est aussi, il y a de l'éco-conception, mais il y a aussi le Cradle to Cradle, qui est un label. Alors, je suis en train de lire le livre dessus, donc voilà, le sujet est encore bancal, mais c'est en français, du coup, c'est du berceau au berceau, et c'est une réflexion pareille, euh, où un produit fabriqué doit pouvoir, une fois recyclé, produire à nouveau le même produit, euh, ou par un ajout d'énergie renouvelable, peut être réutilisé. Hmm. Donc c'est vraiment, on va dire, c'est les conceptions mais plus poussées quoi. Parce que là vraiment c'est l'idée que du berceau berceau, c'est en fait, par exemple, tu prends un produit, il faut qu'il retourne au même état initial après. Donc parce que là en ce moment nous, dans notre société, on est du berceau au tombeau. Hmm. On prend et on va le mettre en incinérateur, le brûler, et l'enterrer dans des décharges en Ouais, fait. ouais. Et on réutilise pas toute la matière qu'on a produite
pour en faire autre chose. Et c'est un gain de temps, c'est un gain d'énergie, c'est un gain de tout ce que tu veux, en fait. Bah, ouais, et c'est une transition parfaite parce que j'allais te parler de zéro déchet. Ah, Zéro déchet, que tu connais bien, qui est bien sûr lié à, l'upcycling, au recyclage, à l'éco-conception aussi d'une certaine manière. Alors j dis-moi où est-ce que tu en es dans le zéro déchet, alors, en ce moment ou par le passé? moi, le zéro déchet, j'avais une très grosse, euh, comment dire, j'étais beaucoup impliquée dans le zéro déchet, au tout début. Une grosse ambition? Quand quand j'avais la grosse ambition, l'énergie de vouloir convaincre tout le monde et de tout faire bien et tout faire trop vite aussi. Euh, j'ai un peu perdu l'énergie, hein, c'est bête, enfin, mais je le vois vraiment comme ça, de vouloir trop convaincre les gens, tu perds d'énergie pour toi-même en fait. Mmh. Pour toi-même déjà, arriver à stabiliser un truc. Donc, on va dire, je suis en période de stagnation, tu vois, sur mon zéro déchet. OK. Je consomme du vrac. Bon, par exemple, en ville, je vais à Biocoop pour faire mes courses. Pas tout le temps, parce que le budget ne permet pas de me pouvoir m'acheter de la viande ou du lait ou plein de trucs laitiers, enfin frais en tout cas, euh, bio. Ça coûte cher et du coup je peux pas vraiment faire ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme les produits, enfin les légumes, ils viennent de la région. Enfin, quand je vais acheter mes pommes à Biocoop, c'est certes une grande surface, non, mais c'est des coopératives, mais c'est national. Mais mes pommes viennent de Arles. Enfin, j'habite à Marseille, elles sont locales. Mmh. Donc je sais d'où ça vient, les produits d'où ils viennent. Du coup, après, c'est aussi parce que bah il y a un rayon vrac et du coup, je vais vraiment consommer en vrac des produits secs, euh, farine, pois chiches, compagnie. Enfin voilà. Euh, et tout ce qui va être après produits ménagers surtout. On va dire que j'ai eu la chance de ne pas connaître les produits ménagers quand j'ai emménagé toute seule, vraiment avec mon copain au tout début. Je n'ai pas acheté tout ce qui est Javel, truc bleu là dans les toilettes, truc jaune pour le sol, enfin voilà, je sais pas tous ces produits là comment ils s'appellent littéralement, même si ma mère en utilisait, mais j'ai commencé à apprendre à vivre toute seule en utilisant du savon de Marseille, du savon noir. En plus, j'habite à Marseille, si je n'utilisais pas de savon de Marseille, c'était une abomination. Enfin, C'est le comble. c'est le comble. Donc, je fais ma lessive et mon liquide vaisselle, enfin, ma peau de Mmh. vaisselle. Enfin, voilà. Il y a plein de choses que je fais, en fait, du coup, qui est rentré dans des habitudes pour moi. Et c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression de stagner parce que, bah, en fait, j'ai un mode, enfin, je fais du zéro déchet, mais j'ai pas, on va dire, j'ai pas encore évolué à des steps supérieurs en mode plus aucun déchet dans la poubelle. Faut que j'ai, par exemple, là, il faut que je fasse un compost, enfin, il faut que j'achète un lombricompost, Mmh. ou il faudrait que je le fasse moi-même, mais je l'ai toujours pas fait, tu vois, genre. Et, et du coup, j'ai une poubelle qui est réduite comparée, je pense, à beaucoup d'autres personnes. Enfin, j'ai beaucoup moins de déchets plastiques, mais j'ai tous ces déchets, on va dire, alimentaires, Mmh. naturels et végétaux, je pourrais très bien réutiliser pour faire du compost. Et surtout, j'ai un balcon où je fais j'ai un potager, un balcon potager. Mmh. C'est plus un potager qu'un balcon, littéralement, mais du coup, voilà, je pourrais le réutiliser. Des fois, je le jette, en fait, j'achète des légumes, je les épluche, et en fait, je jette cet argent. Alors, je pourrais enfin, c'est bête, mais c'est remettre de la valeur aussi dans ce que tu Mmh. achètes. Ouais, c'est vrai. Par exemple, les gens qui coupent la moitié des poireaux parce que ils veulent pas le manger. Enfin, mais tu l'achètes ça. Enfin, ça me paraît illogique de devoir de le jeter parce que c'est trop dur ou bah, si t'as un compost, au pire tu le mets dans ton compost et puis au moins tu t'en sers pour faire de l'engrais à tes Mmh, plantes. ouais, rien n'est gâché, quoi. Donc voilà, enfin c'est vraiment de pas gaspiller aussi. Et donc je dis pas que j'ai pas de plastique chez moi, hein, j'en ai, hein. Des fois, je vais à Carrefour, j'achète du fromage ou voilà, des produits sous forme de plastique ou des biscuits, des choses comme ça. Parce que bon, c'est bien beau de dire je vais pas avoir à faire de zéro déchet, mais tout ce qui est, on va dire, transformé, il faut le faire soi-même. Mmh. Donc si tu as l'habitude de manger des biscuits tous les matins ou des petits princes et compagnie, ben ça, soit tu le fais toi-même, soit tu le trouves en vrac, ils en font, hein, des biscuits en vrac, mais ça coûte super cher parce que ça reste un produit transformé et tout ce qui est produit transformé est beaucoup plus cher qu'en brut. Ouais, ouais. Parce que bon, tu payes pas le temps de fabrication, c'est toi qui prends du temps pour le faire.
Donc après, il y a plein d'autres solutions. Par exemple, remplacer ces biscuits, tout ce qui est transformé, par des fruits, des oléagineux en brut. Enfin, manger des choses en fait simples. Mmh. C'est aussi ramener de la simplicité dans sa vie et, euh, et arrêter de voir, d'être, on va dire, attiré par tout ce qui est lumineux et, et plein de couleurs, comme le rayon biscuits et bonbons ou chocolat, je sais pas, mais dans les supermarchés où te vendent tout suremballé par souci de fraîcheur du biscuit. Bien sûr, très important. Ouais, Donc c'est voilà, c'est c'est. c'est pas évident, mais c'est intéressant. Moi, j'ai du mal à m'y mettre, hein. Je sais que enfin, c'est hyper utile le zéro déchet, mais moi, je suis au recyclage, et à la limitation maximale du plastique. Donc on privilégie au maximum, le verre, déjà, quand c'est possible, et le carton. Et voilà, plastique au minimum, mais bon, il y en a partout, donc d'un moment donné, Ouais, ouais, c'est compliqué. Mais par exemple, là, enfin, ça me revient à l'idée, mais les biscuits, c'est. Par exemple, comme je l'expliquais au tout début, ma démarche, elle est aussi intervenue en même temps que je voulais manger plus sain, Mmh, sainement. Et en fait, quand j'ai eu ce moment-là, j'ai aussi viré tout ce qui est sucre, produits transformés, pour tout ce qui est un peu, voilà, alimentation saine, fitness et compagnie. Je mangeais plutôt des produits bruts. Et en fait, enfin, ces deux-là m'ont amené que, en fait, j'ai plus besoin de manger, enfin, pour me satisfaire, moi, nutritionnellement, j'ai plus besoin de manger ces biscuits-là mmh. et j'ai perdu l'habitude de les manger. Et puis même, comme je disais aussi chez mes parents, j'avais pas tout ça, donc c'était tartine de pain le matin, beurre et, et confiture maison. Donc c'est vraiment des habitudes de vie qu'on prend et c'est aussi voilà la motivation qu'on y met derrière. Moi, au Mmh. début, c'était vraiment une motivation euh, d'alimentation saine. Mais en fait, ça t'amène aussi, en fait, je répète trop ce mot-là, mais ça t'amène à réduire des déchets parce que quand tu achètes un bocal de pâtes d'oléagineux, genre pâtes de cacahuètes, pâtes d'amandes, bah, euh, c'est en verre. Donc c'est un snack, enfin tu peux faire des snacks avec de maison et manger et être voilà. Et avoir des et pas avoir voilà, tous ces plastiques, ces déchets que pour pouvoir te nourrir en fait. Ouais, ouais. Et puis j'ai l'impression aussi que, C'est enfin dis-moi quel est ton ressenti là-dessus, mais que les produits les plus sains sont ceux qui ont le moins d'emballage, sauf à l'exception des produits, des fruits, des légumes bio, qui là, voilà, il y a souvent du plastique, pour des raisons réglementaires. Mais quand tu regardes tout ce qui est justement sucreries, produits industriels et tout, c'est là où il y a le plus mmh. d'emballage au final et qu'il y a le plus de déchets. Exactement, oui. Parce que souvent on dit oui, tu as Biocoop, mais il y a quand même plein d'emballages. Oui, mais c'est Biocoop, c'est pas une épicerie vrac, hein. Ouais. Et le seul avantage aussi, c'est qu'à Biocoop, quand tu vas dans le rayon bio, enfin c'est que des légumes Mmh. bio, et du coup il n'y a pas d'emballage Ouais, plastique autour de ces légumes. exact. C'est que en magasin, on a, enfin toute grande surface, ils sont obligés, c'est pour éviter de contaminer entre guillemets Mmh. les autres produits, parce que s'ils mettaient un produit conventionnel dans un rayon bio bah, ça contaminerait, on va dire, le reste. Ouais, Donc ouais. là, tu es sûr, en fait, là, je parle de Biocoop, mais si tu es dans un réseau d'AMAP où tu vas le marché le matin, enfin le matin, le samedi matin, dans ton village, dans les villes, dans les grandes villes, il y en a tous les jours et tu peux facilement enfin, ramener tes sacs. Et même, une fois, il y a un vendeur qui m'a remercié parce que j'avais ramené tous mes sacs en craft. Il m'avait offert des trucs, enfin des pêches, c'était en été, parce que il me dit bah merci, vous avez évité, enfin de m'en faire racheter Ouais, quoi ouais. pour lui. Donc il y a plein de moyens en fait, autres que se dire du truc bobo qui va dans son petit magasin bio, le marché, enfin tout le monde y va, même les classes populaires ou les personnes qui n'ont pas les moyens, ils vont dans les marchés. Donc Ouais. c'est accessible à tout le monde de pas produire des déchets quand on veut des produits euh, marché des fois c'est pas bio, mais c'est quand même du plastique en moins Et puis qui est pas puis utile. c'est local, et ça a plein d'autres avantages, effectivement. Bon, des fois local, je sais pas, il y a Oui, des fois il y a des vendeurs, je me demande parfois, voilà si on se ça pose des vient questions. de grands entrepôts, etc. Mais euh, Après, les marchés de Marseille, voilà. je sais pas trop, mais dans les Il y grands a un marché dans les bio, grandes villes, vraiment ouais, ça officiellement varie. bio. Mais même, enfin, celui le plus grand, le Castellane, il a un peu de tout, mais il y en a certains qui sont vraiment bah, de région. Peut-être pas bio, mais c'est de la région, Ouais. genre du Vaucluse et compagnie. Donc, c'est aussi se dire, bah, c'est le dilemme. En fait, il y a aussi ce dilemme-là quand tu consommes
plus dans le zéro déchet, c'est que tu veux consommer zéro déchet, tu veux des fois consommer moins de viande, donc tu veux acheter des produits donc équivalents, donc tout ce qui va être oléagineux, noix de cajou des fois, ou produits un peu plus, on va dire, exotiques, mais qui sont pas vraiment voilà, produits en local. Bah, on parle de l'avocat, mais tout le monde sait que voilà, la consommation de l'avocat. Mais les végétariens, c'est important aussi pour la nutrition. Mm. Enfin, il y a plein de choses. En fait, tu te dis, des fois, tu arrives en face à euh, des dilemmes où tu te dis, je veux manger bio, mais c'est sous plastique en supermarché. Je veux manger local, mais c'est pas bio. Enfin, du coup, enfin, c'est aussi de trouver son équilibre Ouais, entre, enfin, pas de ses combats, mais compromis, ouais. savoir qu'est-ce qui est le mieux. Et entre un bio qui vient d'Espagne ou d'Allemagne ou de Pologne et un producteur qui fait pas, enfin, qui vend, qui propose des produits pas bio mais Mm. locaux, qu'est-ce qui est le mieux? Bah, c'est des arbitrages, ouais, il n'y a pas de réponse C'est ça. parfaite. Tu trouveras très rarement des produits idéaux, bio, locaux, zéro déchet, ce que tu veux. C'est hyper. Mhm. Enfin, c'est vraiment des choix. Et Bah, puis, enfin, faut surtout pas écouter ceux qui, du coup, te disent: Ah ouais, mais tu veux acheter bio, mais t'as quand même du plastique. Donc, ce que tu fais, c'est de la merde, en gros. Alors que si t'avais rien dit du tout, bah, personne t'aurait saoulé là-dessus, quoi. Donc, c'est toujours la fameuse perfection qui n'existe pas, quoi. ouais. Bah, en fait, enfin, j'avais vu une vidéo pareil, d'une influenceuse écologique. J'aime pas se dire ce mot influenceuse écologique, ça rend tellement le truc un peu cheap, mais des personnes, voilà, de militantes, voilà, de personnes engagées, euh, qui disaient que, bah, en fait, tout ce qu'on voulait, c'était d'arriver à une société beaucoup plus sobre et locale et de ramener les choses autour de chez nous au lieu de les avoir amenées, enfin, envoyées hyper Mm. loin. Donc l'idéal, c'est plutôt le local. Ouais. Par exemple, là, pas dans la vie pro, mais pas dans la vie perso, mais dans la vie pro, du coup. Là, en ce moment, je crée une collection d'illustrations et je dois réfléchir au packaging pour les envoyer. Mhm. Et donc, pour les protéger, je me suis penchée sur le papier de soie, qui est un papier qui peut se recycler facilement, enfin qui est recyclable. Et au début, je me dis, bah, je vais en trouver du recyclé. Et je cherche et je cherche et je tombe que sur des sites de grossistes, de fournitures de bureau. Et le papier recyclé était enfin, produit en Allemagne, fabriqué en Allemagne. Donc, je Mhm. me suis dit, bon, ok, mais bon, ça fait un peu loin quand même. Et je cherche du coup papier de soie France, made in France. Et là, j'en trouve un qui est dans la Drôme, genre à 150 km de chez moi. Très Donc en cool. fait, du coup, j'ai préféré prendre celui-là et qui est en plus EPV, donc entreprise patrimoine vivant. Depuis 1840, ils font ça. Enfin, du coup, tu te dis, bon, qu'est-ce qui est le mieux entre du recyclé et du local? Mhm. C'est pareil, tu te poses la question, et là je me suis dit, bah, c'est local, tout qui est fait à côté de chez moi, ils font ça avec des forêts durablement gérées et compagnie, donc c'est toujours des questions à prendre en compte et savoir toi ce que tu veux. Surtout que par exemple, le papier recyclé en France, il n'y a plus il y a pas d'usine pour recycler le papier. Mhm. Donc en fait, il est toujours envoyé dans d'autres pays en Europe. Et on le recycle, c'est bien, mais en fait, c'est pas encore assez rentable pour des entreprises françaises pour pouvoir le recycler et faire vraiment une industrie, on va dire, papetière de papier recyclé en France. Ok, je savais pas ça. Voilà. Voilà. Je le dis parce que c'est vrai que des fois on se dit oui, papier recyclé tout le temps, oui, mais c'est que bah, des fois il vient du pays d'à côté. Donc c'est pas vraiment Ouais, local. ouais, Enfin, on fait pas travailler les savoir-faire français. exactement. Il y a tellement de critères à Mais prendre en bon, compte. Rien n'est simple. exactement. On va passer à la dernière partie du podcast, les questions Ouais. rituelles. Donc, 5 questions, enfin, quelques questions, posées à toutes et à tous les invités. Réponse courte, concise, je t'interromps pas, je commande pas forcément. Et comme ça, c'est un peu les mots de la fin. Allez, je compte sur toi. Ok, ça va aller. Surtout la première, elle est. La première, elle est très importante, mais elle est très personnelle aussi. Ouais. Alors, c'est quoi pour toi la résistance écologique? Premier jet, comme ça, je dirais que c'est un moyen, on va dire, d'aller contre un système qui, on va dire, encourage la destruction du vivant. Donc,
c'est un peu, enfin, j'avais ce parallèle avec la résistance française à l'époque de la Seconde Guerre mondiale où les gens ils étaient là, ce côté un peu pour se battre en fait, vraiment. Je trouve que ce mot est un peu agressif pour moi, mais c'est on va tout faire pour l'écologie, pour le vivant et compagnie. Et je le trouve assez fort et ouais brutal, je trouve. Enfin pour moi après c'est un ressenti et enfin je vois, enfin quand j'entends ce mot, je vois des personnes bah ouais, enfin des militants qui sortent dans la rue, qui brûlent des trucs pour, enfin sur Amazon ou enfin des trucs vraiment ultra militants quoi. Euh, enfin, mais après aussi il y a tout ce qui va être désobéissance civile ou qui, parce que on serait pas écouté si on faisait tout casser. Enfin, ça décrédibiliserait euh, notre combat en fait. Dire bah en fait c'est les écolos, c'est des gens violents donc on va pas les écouter et c'est pas bien ce qu'ils font quoi. Et donc c'est pour ça que ouais, c'est euh, c'est un mot que je suis pas à l'aise avec en fait, tu vois. Ok, c'est Je intéressant. suis euh, par exemple, enfin, comme je dis, je suis pas à l'aise, je trouve brutal, violent. C'est par exemple, moi dans mon engagement, tu vois, je suis très vie perso pro, mais je suis incapable d'aller dans une manifestation pour le climat et de brandir une pancarte. J'aimerais bien, mais j'ai jamais eu le courage encore de le faire. Donc, enfin, toute l'énergie qui s'en dégage et ce comportement, les gens, enfin voilà, moi je pense que c'est quelque chose que je peux pas. Là, ça me fait peur pour le moment. Enfin, tu vois. Donc pour ça, résistance écologique, je le trouve un peu dur. Quel déclic t'a poussé à t'engager? Ah bah du coup, on en a parlé un peu tout le long, Ouais. mais enfin, c'est vrai qu'on pose beaucoup ces questions-là aux personnes qui sont engagées. Certains, c'était vraiment des causes graves et sensibles, et moi, en vrai, y a rien qui m'a poussé vraiment à l'être. Hein. Une situation confortable, rien m'est arrivé de grave dans ma vie, pas de problème de santé et compagnie. C'est vraiment bah, se dire bah merde, on est en train de foirer quelque chose, quoi. On est en train de bousiller euh, plein de choses pour les générations futures, surtout que bah, peut-être mes cours d'économie sociaux et sociale au terminal ou en première, où on a un chapitre sur le développement durable, et genre c'était mon chapitre préféré, enfin vraiment, Mhm. littéralement. Et la définition du développement durable, voilà, je l'ai. Enfin, génération future, je crois, ça est resté gravé et je me dis oui, et c'est un avenir soutenable pour les générations futures. Ok, économique, social et environnemental. Ok, ouais. Donc ouais, on n'est pas tout seul, il faut penser aux autres après, quoi. Et c'est qu'on est la génération future. Enfin, en disant, quand on nous en parlait, c'était nous, quoi. Et maintenant, on dit oui pour les générations futures encore, mais euh, c'est pas pour celles dans 10 ans, etc. C'est nous. En fait, il n'y a plus de futur. Enfin, c'est Ouais. pas qu'il n'y a plus de futur du tout, c'est qu'il n'y a plus de génération future. Dans le Et sens puis, où faut prendre en compte celle de maintenant, quoi. Enfin, faut ouais. que celle de maintenant agisse, quoi. Ouais, j'en parlais dans la première saison du podcast, c'était le slogan un peu. C'est pas pour les générations futures qu'on fait ça, c'est nous en fait, les générations futures. Ouais. Bah, On c'est en a. surtout quand ils ont sorti la définition du développement durable. Ah oui, oui, clairement. Ok, là, au moment, génération future, c'était bien. Enfin, c'était ok, enfin, d'un point de vue temps. Mais Mm, maintenant, bah, elles sont nées, en fait. Et c'est elles ça. ont l'âge d'agir, donc voilà. Faut mettre tout ça à jour. Et justement, on en a parlé aussi. Comment est-ce que tu t'informes sur les sujets liés à l'écologie et au climat? Alors, du coup, en parlant même, enfin, du coup, de mon engagement écologique et vers le zéro déchet, j'ai eu une période avec beaucoup trop d'informations, je pense. Et dans ce côté positif, vouloir apprendre, je voulais absolument tout connaître, tout savoir, et je me suis fait submerger littéralement par ces informations-là. Ça épuise, et j'ai un problème aussi chez moi qui est que j'écoute les choses, mais j'ai du mal à enregistrer les chiffres et à pouvoir les ressortir. Vraiment mettre, quand je suis face à quelqu'un et lui dire pourquoi faire ça, bah je peux pas lui retrouver genre ah oui machin il a dit ça, il y a tant de chiffres, enfin tu vois, et du coup
j'arrive pas à ressortir tout ce que j'apprends. Donc, au bout d'un moment, je me dis, ça sert à rien que j'apprenne tout ça si j'arrive pas en face, en fait, à pouvoir le ressortir de façon claire et essayer d'expliquer aux gens pourquoi je fais ça. Et donc là, j'ai eu une grosse phase où j'ai arrêté de m'informer là-dessus, même si c'est toujours en toile de fond, hein, c'est toujours des thématiques qui nous touchent, donc dès qu'on apprend des trucs, c'est intéressant. Mais ça, je pense que ça revient aussi au... À un moment, j'avais dit que j'avais un compte où je donnais mes conseils, et je l'ai arrêté pendant le premier confinement, en mars dernier. Et c'est parce que je crois que j'en avais marre j'avais plus rien à dire aussi. Et comme je disais, je stagnais et du coup, bah, j'ai quitté ce compte. Il est plus actif là actuellement. Et du coup, je me suis enlevée de toutes ces thématiques, de personnes que je suivais qui parlaient de tous les jours de ces thématiques-là et compagnie. Et donc pendant un moment, j'ai arrêté et là, bah, je m'y remets un petit peu aussi, de temps en temps, parce que je sais que si j'y vais trop dedans, ça va me bouffer en fait. C'est euh, tu prends des chiffres en compte, puis surtout des fois, il faut faire attention aux sources parce qu'il y en a, ça va être catastrophique, il y en a, ça va être voilà, apocalyptique, puis des fois, c'est un peu trop gentillet et compagnie. Donc, euh, des fois, j'écoute des trucs où, enfin, quand je parlais du podcast volant, par exemple, sur Yana sur Bertrand, j'ai arrêté le podcast, j'ai fait merde, quoi. Enfin, il y a des moments, j'ai pas envie d'écouter ces contenus-là parce que je sais que ça va me mettre en moment de, pas de deuil, ou enfin peut-être un peu, mais de réflexion, de remise en question perpétuelle en fait. Est-ce que je fais ça bien? Est-ce que je fais c'est nécessaire? Enfin, c'est utile? Enfin, est-ce que ça a un sens? Ce que je fais, mon métier, est-ce qu'il a un sens? Est-ce que c'est pas en fait une petite goutte là qui sert à rien? Il y a plein de remises en question et c'est vrai que du coup, euh, c'est des ramifications plus profondes que quand tu débutes et que tu fais purement du zéro déchet, te dire bon, je vais réduire mes déchets. Là, ça va dire, c'est plus de la réflexion euh, psychologique et sur le sens de ta vie. Mais donc ouais, je m'informe un peu, j'écoute des podcasts. Bah, par exemple, ton podcast, au début, j'ai mis du temps à vouloir l'écouter parce que Ça fait plaisir. non, mais je savais que, Merci. bah, connaissant ton engagement surtout, je me suis dit: «C'est un contenu heu, qui va aller droit dedans, en fait, et il faut que je sois préparée, en fait, un peu avant». De me dire: Ouais, «Bon, ouais. OK, là, t'es en humeur, tu OK pour pouvoir l'écouter, t'es pas, en fait, là, t'as pas passé une mauvaise journée et tu les plombs comme ça, et que si t'écoutes un truc qui va pas bien, ça va Mm. te défoncer toute ta soirée». Donc Ouais, heu c'est sûr. maintenant, voilà, j'y vais avec un peu plus de délicatesse et quand j'en ai envie, par exemple, là, j'avais vraiment envie de m'y remettre, j'ai regardé un documentaire sur la fast fashion. Enfin, maintenant, il y a 5 ans, on parlait de fast fashion. Maintenant, on est sur de la hyper fast fashion. Super. Donc, Ça progresse dans le bon sens. ça progresse et le marché, en 2030, aura augmenté de 60%, un truc comme ça. Enfin, c'est ahurissant. Donc voilà, là, il y a des jours, je me dis, je suis prête à écouter des choses et à connaître des choses. Donc voilà, donc des Après, reportages, voilà. ouais. Après, on parle de Je- solutions aussi, c'est ça qui Oui, fait la différence. mais voilà, il y a des jours, je veux pas, il y a des jours... Mais je suis plutôt reportage, Mm. euh, construit, ou vraiment discussion. Je regarde beaucoup, par exemple, partager, c'est sympa aussi. Il en sort pas souvent des vidéos, donc ça va. Donc quand il y en a une, par contre, lui aussi, il faut être préparé avant de... Faut pas la regarder comme ça parce qu'elle tombe dans ton fil YouTube. Moi, Moi, je j'ai n'y trop échappe pas. l'habitude, je crois. Mais voilà, c'est aussi les sensibilités de chacun, Mm. et, euh, et les moments de réflexion, on en est dessus, quoi. Il y Ouais. a une courbe, hein, quand on est engagé, c'est la courbe du deuil. Enfin, comme dans toute étape, hein. Même, enfin, savoir prendre conscience que on va devoir changer de société, ou que la planète va pas être, bah, comme on a vu, enfin, savoir que la planète ne va pas être la même dans 10 ans, 20 ans que avant, c'est de se dire, ok, ça va changer, il faut faire ce deuil du changement, en fait, et se préparer à ce que ça peut changer. Donc tu as Mm. la courbe, donc tu apprends la nouvelle, tu es hyper positif, puis d'un coup,
tu rentres dans cette courbe, on va dire, de mou, où en fait, t'es en colère, tu t'es pas bien, etc. Puis après, ça remonte, tu retrouves de l'engagement, du positif, et puis en fait, voilà, t'as des vagues, en fait, c'est montagne russe, de se dire ça va bien, puis le lendemain, ça va pas bien, ah, mais on va sauver le monde, et puis après, ah bah non, on n'y arrivera pas, et puis après, si. Et ben bref, c'est de se savoir aussi à quel moment, là, souvent on dit on a encore le temps d'agir. Et moi, ce que je retrouve, c'est quand le jour où on va nous dire on n'a plus le temps. On n'a C'est plus le temps. fini. Bah non, mais tu sais, il y a en mode on a encore le temps, genre on a 10 ans là devant nous, en 2030, 2050 pour agir. Et moi, je me dis, je vais être une génération où je vais entendre peut-être le jour, je crains le jour, je me dis, c'est trop tard. Genre, on va plus. Enfin, là, tu vois, il y avait une deadline, tu vois, au projet de changement de société. Et bah, on l'a dépassé, maintenant c'est fini. En Mm. fait, c'est bon. En fait, On peut plus rien faire et du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? En fait, ce sera jamais ça, dans le sens où il est déjà trop tard pour, préserver tout. On a Oui, mais déjà voilà. passé le point de bascule, mais on peut, réduire le choc, en fait. Le truc, c'est que plus on attend, plus le choc sera dur et plus les actions pour endiguer le choc devront être fortes. Donc en fait, il y aura jamais de moment où, on dira: «C'est trop tard», parce qu'il sera jamais tant qu'il y aura une seule personne vivante sur terre, il sera pas trop tard, mais ça va être Ouais. compliqué, tu vois? Donc non, mais après oui, effectivement, c'est une question de curseur. Hem, Qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui veulent s'engager, mais qui ne savent pas par où commencer? Je dirais de s'engager, sur quelque chose qui paraît simple, enfin, pour eux, hem, qui leur paraît pas trop compliqué, au 1er point de vue. Il y en a, en fait, qui vont commencer à s'engager parce que c'est d'un point de vue personnel, problème de santé, donc ils vont vouloir éradiquer tout ce qui est produits chimiques, dans la cosmétique, dans les shampoings, dans tout ce qui est sel de bain. Moi, par exemple, c'était, bah, l'alimentation, tu vois? Donc enfin, tout ce qui va être, en fait, qu'est-ce qui nous porte le plus à cœur, finalement? Hem Et il faut pas commencer à vouloir faire gros, faut commencer des petites étapes. Et de toute façon, c'est une fois qu'on est rentré dedans, il y a toujours plein de portes qui vont s'ouvrir. En fait, tu vas ouvrir une porte et derrière, il y en aura 5 et tu vas en choisir une qui va t'en ouvrir encore sur peut-être 10. Et tu peux pas te dire: «Je peux faire, machine arrière» une fois que tu es rentré dedans. Une fois que tu es conscient du sujet, tu vas vouloir toujours aller chercher plus loin, les informations et toujours vouloir agir plus. Et c'est très rare, enfin, je pense, de pouvoir, une fois que tu es conscient de tout ça, de faire marche en arrière et de recommencer là où tu étais il y a 5 ans ou là où tu as commencé à consommer peut-être, de manière irraisonnable, quoi. Je pense que c'est pas possible psychologiquement de se dire, tu je sais tout ça, mais je fais rien. Et justement, comment est-ce que tu envisages notre avenir commun à tous dans les années qui viennent? Je sais pas. C'est une réponse? C'est une réponse. En plus, le Covid, n'y joue pas, ne joue pas à notre faveur, dans tout ce qui est, construction d'un récit collectif, sur l'avenir. Faudrait peut-être que je fasse, la phrase du climat sur les nouveaux récits. C'est compliqué moi, point de vue individuel, on se dit: «Bon, voilà, je vais travailler, j'aurai peut-être une maison, j'habiterai à tel endroit et compagnie». Mais c'est dur de se projeter, de dire: «Bon, dans 50 ans, j'aurai l'air de quoi?» ou enfin, la planète aura l'air de quoi? Enfin, même les sociétés changent tellement vite, même d'un point de vue numérique, on dit qu'il y a des métiers qui se créent, tous les ans, enfin même pas toutes les minutes, il y a de nouveaux métiers, quoi. Enfin, ça va tellement vite que tu te dis déjà dans 10 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que le monde sera et qu'est-ce que en fait, on va t'imposer? Enfin, par exemple, là, le Covid, on s'y attendait pas et ça va, profondément changer la société, dans la façon dont Mmh. on va vivre, travailler, se déplacer. Donc je n'ai pas vraiment de réponse, en fait. Je me dis que l'éternel optimiste, se dirait que tout va bien aller et on croirait que cette décennie va nous apporter du changement positif. Mais les personnes un peu négatives qui voient le monde entier se disent: «De toute façon, les gens, ils voudront pas changer, ils vont continuer à aller droit dans le mur». Donc je sais pas, littéralement.
Ok. Mais j'aimerais que Je ça pense aille que bien. J'aimerais que ça aille bien, tu vois, ouais, genre on peut c'est espérer. heu, On peut espérer. Après oui, personne ne sait, exactement. Après il y a des choses qui peuvent être, prévisibles sans être ouais, prédites. Tu vois? C'est un peu comme le covid au final, oui. c'était pas prédit parce que personne a dit que tel jour, il y allait avoir tel virus qui allait Mmh. sortir de tel endroit. Mais c'était prévisible dans le sens où il y a beaucoup de rapports, que ce soit, l'ONU, que ce soit, l'OMS, que ce soit, Bill Gates, que ce soit, plein de Oui, c'est vrai. grands enfin de grands penseurs d'organisations internationales et cetera, qui ont qui avaient dans les années précédentes, hein, il y a pas longtemps, hein, il y a deux Mmh. trois 5 10 ans, qui avaient annoncé que c'était presque certain qu'il allait avoir une pandémie mondiale. Ouais. Hem, donc évidemment, enfin, après tous les complotistes se disent: «Non mais c'était prévu», voilà. Ouais, après Alors, c'est des personnes très poussées dessus qui le savent et c'est pareil, c'est d'un point de vue information, si tu le sais pas, tu as l'impression que ça te foudroie, mmh, littéralement et donc ouais. voilà, il faut être informé sur ces sujets-là et oui, enfin, de toute façon avec, notre façon de la mondialisation et la façon dont on évolue dans les sociétés, on réduit, tout l'espace, naturel pour les animaux, donc il peut que avoir, le covid, en fait, de plus en plus souvent. Ouais. Heu, Ouais, justement, les ça, c'est les gens évitent de s'intéresser à ces sujets, mais le risque de pandémie ne fait que augmenter, et là, plus la société avance dans le sens où elle avance, plus, le risque augmente. Donc bon, on va garder ces joyeusetés pour plus tard. ouais. Hem, mais voilà, bah, écoute, merci. Où est-ce que, les personnes qui veulent te retrouver pour discuter avec toi ou pour, juste suivre ce que tu fais peuvent, justement te retrouver? Bah, alors plus actif, je dirais, c'est mon compte Instagram, atelier-du-bas de nature. Heu, donc j'y partage, d'un point de vue plutôt purement professionnel, mais du coup, je partage des choses sur l'éco-conception et de temps en temps, des illustrations, sur, d'un point de vue plus écologique, donc des solutions quoi. Pas des critiquer, mais des solutions. Mmh. Et après LinkedIn aussi, pareil, à peu près le même type de contenu et on peut, m'envoyer des messages, voilà, ou par mail. Mais bon, c'est un peu plus Pourquoi pas? formel, il y a pas de souci, sur Instagram, vous pouvez m'envoyer des messages privés, je serai heureuse d'y répondre. Trop cool, trop cool, on a parlé pas mal de sujets. Merci Ouais, beaucoup Ludivine. merci. Heu, ben, je te dis à bientôt et puis, j'espère que les auditeurs et les auditrices, ont appris des choses. C'est tout ce qu'on leur souhaite. J'espère, moi aussi. Allez, à très À vite. très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce sujet t'a touché et que tu aimerais sans doute en savoir plus. Rendez-vous dans les notes de l'épisode pour en savoir plus sur mon invité et voir quelques ressources. Pour soutenir le point résistance écologique, le plus efficace est de me laisser une note et un avis sur ta plateforme de podcast préférée et d'en parler autour de toi. Alors merci d'avance et à très vite pour un prochain épisode.